Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé en expatriation fiscale et en fiscalité internationale et je connais pour le coup tous les sujets concernant Israël, mais j'ai des clients qui partent dans le monde entier. Et le sujet dont je vais vous parler ce matin, c'est un sujet qu'on connaît nous depuis un peu moins allez, un peu plus d'une dizaine d'années parce que il faut savoir que depuis 15 ans, hein, depuis le moment où Barack Obama a décidé de faire tomber le secret bancaire. On a une construction qui a été faite par l'OCDE et le G20 pour une transparence fiscale internationale. Alors, ça a commencé de manière très ordonnée par ce que nous on appelle le RD, c'est la fin du secret bancaire classique qui a donné lieu après à un élément d'échange de données bancaires automatique, ce qu'on appelle le CRS. Et aujourd'hui, vous devez, si vous êtes résident fiscaux français, déclarer vos comptes bancaires à l'étranger. Si vous ne le faites pas, l'administration, de toute façon, reçoit des informations et peut vous mettre une amende. Et puis généralement, on ne s'arrête pas à l'amende, on va voir pour quelle raison vous n'avez pas déclaré ça. Donc ça a été la première étape. On a à présent un cadre de déclaration de ce qu'on appelle des Comment cryptoactifs, fais-tu qui sont maintenant? Merde. une crypto-monnaie. Et puis, on a la dernière chose qui a été rajoutée, c'est ce qui concerne les plateformes numériques. Donc, jusqu'à présent, les gouvernements, l'OCDE, toutes les organisations, y compris le G20, ont réfléchi autour des actifs financiers. Sauf que on sait très bien, alors moi en qualité d'avocat fiscaliste et les administrations, que à côté de cela, il a été logé dans l'immobilier détenu à l'étranger des sommes relativement importantes. Et donc on a une évolution qui est récente, hein, puisque c'est apparu de la part de l'OCDE fin octobre, lors d'une réunion avec le G20 en Afrique du Sud, où il a été décidé beaucoup de choses en fiscalité, dont le lancement d'un échange de données automatique concernant les biens immobiliers. Alors, je vais vous expliquer ce que ça recouvre parce que c'est extrêmement organisé. Ce qu'il faut comprendre, parce qu'on le découvre nous au mois d'octobre, c'est qu'on a toute une analyse confidentielle faite par l'OCDE depuis quasiment 2 ans pour démontrer que les détentions immobilières à l'étranger sont en forte croissance et que ces biens servent souvent de refuge à des actifs qui sont non déclarés. Donc, l'idée aujourd'hui des administrations, c'est d'aller voir, et ce sera, on va dire, la dernière étape, voir qu'est-ce qui se cache derrière l'immobilier. Alors, ils appellent ça, ce qu'on appelle, alors je vais reprendre le terme parce que alors, même le terme, pour le coup, j'ai du mal à le retenir. L'AMAC RBI, ça s'appelle accord multilatéral. Je vais vous expliquer ce que ça entre autorités compétentes relatifs à l'échange de renseignements déjà disponibles sur les biens immobiliers. Vous allez voir, donc il y a un accord cadre qui va exister par le biais d'une convention d'assistance administrative mutuelle. Donc les États vont adhérer à cet échange régulier de données immobilières. Euh, Ça ne crée pas aujourd'hui de nouvelles obligations pour les États, parce que tous les États, alors, y compris les États les moins organisés d'Afrique, ont tous les informations, et ça ressort de l'analyse de l'OCDE, ont toutes les informations qui intéressent les autres pays. Euh, donc, première chose, vous allez voir, c'est donner une lisibilité à votre état de résidence sur les biens immobiliers détenus à l'étranger et donc lutter contre l'évasion fiscale. Alors, comment ça fonctionne? C'est extrêmement bien conçu. Honnêtement, quand on lit, même quand on est fiscaliste, on se dit qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits et que ça va être quasiment impossible d'y échapper. Il y a 2 modules qui sont prévus. Un premier module, après on verra la mise en application, qui concerne l'échange ponctuel sur le stock existant. Alors les termes sont hyper surprenants, mais c'est quoi le stock existant? C'est à la situation actuelle.
qui avons-nous comme non-résident qui détient tel ou tel bien immobilier? Donc, c'est une transmission une seule fois d'informations sur tout ce qui est détenu dans un État par des résidents d'un autre État. Donc là, déjà, quand ça va arriver, ça va quand même beaucoup nettoyer. C'est relativement simple à prouver. Alors, je vais vous expliquer aussi à la fin qui l'applique et comment on y vient dans le cadre d'un échange, parce qu'on voit tout à fait ce qui va se passer. Allez, on va dire jusqu'en 2030. On doit arriver à la fin de l'histoire au plus tard en 2030. Donc, on a notre premier élément, c'est un échange ponctuel dans le premier module. Et puis, et ça, on sait que ça va prendre plus de temps, et c'est écrit de la part de l'OCDE, on a un échange automatique annuel sur les acquisitions réalisées. Il faut comprendre que les acquisitions vont être déclarées quasiment en temps réel et que les administrations donc pourront vérifier. Donc ça veut dire que nous, en France, on va vraisemblablement avoir de nouvelles obligations déclaratives concernant la vente de biens à l'étranger. Alors, je vous rappelle quand même, si on parle d'Israël, que si vous êtes résident fiscal français et que vous détenez un bien en Israël, si vous n'êtes pas redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, ce bien, vous n'avez aucune raison de le déclarer à la France. Si vous le louez, vous avez l'obligation de payer l'impôt en Israël et de déclarer les loyers en France sous déduction de l'impôt israélien. Alors bien évidemment, quand des dossiers arrivent et que l'administration a posé des questions en constatant que les personnes ont payé de l'impôt en Israël mais n'ont rien payé en France, on va venir sur le sujet de l'origine des fonds qui ont permis d'acquérir ce bien. Puis il y a un troisième élément qui est quand même très peu connu, y compris par l'administration fiscale française, c'est que lorsque vous vendez un bien en Israël, la plus-value est imposable en Israël à la base, mais vous devez la recalculer, la redéclarer en France pour appliquer la vraie plus-value française. Parce que dans la convention fiscale, les revenus fonciers sont imposables dans l'état de résidence, dans l'état de situation du bien, et la plus-value dans l'état de résidence de la personne. Donc vous voyez quand là, dans le module 1, on va dire voilà qui sont les propriétaires, et dans la phase 2 du module, chaque année, dire quelles sont les acquisitions, ben, il ne nous reste plus qu'à regarder le module 2. Le module 2, c'est la transmission automatique annuelle des informations sur les cessions de biens et sur les revenus tirés des biens, notamment les loyers ou tous les autres revenus locatifs. Donc vous vous rendez compte que la finalité de ce process, c'est contrôler de manière directe les plus-values immobilières réalisées à l'étranger, les revenus fonciers, les éléments pertinents qui vont permettre de rentrer à l'impôt sur la fortune, mais aussi sur les successions et les donations. Donc, on a d'ores et déjà un document qui est rédigé par l'OCDE, qui engage aujourd'hui un certain nombre de pays, on va y venir, et donc qui permet de lancer cela plutôt rapidement. Alors, le plus tôt rapidement, dans mon métier, il faut comprendre que c'est pas la même chose pour des personnes physiques qu'une administration. L'administration se dit, une fois que c'est rentré en application, euh, bah, j'arriverai à coincer tout le monde. C'est souvent ce qu'ils nous disent d'ailleurs, mais je suis pas à 1 an, 2 ans ou 3 ans près. L'OCDE a établi un ensemble de données minimales qui devront être fournies dans le cadre de cet échange. Et c'est là où on voit où le numéro d'identification fiscale qu'on vous demande aujourd'hui à chaque fois que vous voulez ouvrir un compte bancaire en Israël, si vous êtes résident fiscaux français, bah, il va servir à nouveau. On va vous demander vos papiers d'identité, vos dates de naissance.
les entités concernées, c'est aussi bien la personne physique que des sociétés ou des trusts. Donc, il importe peu d'avoir un bien en Israël par l'intermédiaire d'une société israélienne ou même étrangère. Les personnes, on va regarder qui est le bénéficiaire économique final des structures. Alors, je le dis parce que je suis souvent très critique sur certains conseils israéliens qui font croire depuis très longtemps que le fait d'avoir un trust vous protège. Moi, je dis tout simplement à mes clients, le trust, c'est la pire des choses qui puissent arriver en France. Parce que, je vous donne un exemple, hein, vous déclarez pas un compte bancaire en France, ça coûte 1 500 euros. Vous déclarez pas un trust, c'est 20 000 euros. Et pour le coup, en fiscalité, en France, contrairement à beaucoup de pays, ils vont pas beaucoup au pénal, mais dès qu'il y a le mot trust, ils y vont. Et qu'une société israélienne gérée par un cabinet d'avocats israélien est pour moi considérée comme un trust. Donc ça, c'était la petite aparté parce que, bien évidemment, je me doute, comme tous les fiscalistes, on a vu beaucoup de gens arriver sur les comptes bancaires, on va voir beaucoup de gens arriver sur les biens immobiliers. Donc sur le bien immobilier, il faut savoir que il aura l'adresse, l'identification cadastrale, le type de maison, c'est-à-dire est-ce que on est par exemple sur une maison, un appartement, un bien commercial, un terrain constructible, non constructible, euh, la valeur vénale déclarée par le pays et l'ensemble des valeurs d'acquisition. Dans les types de propriétés, ils ont déjà prévu que ça puisse être en nue propriété, en usufruit, en pleine propriété. Et les pays devront être capables de donner la dernière évaluation du bien. C'est-à-dire que les taux se resserrent quand même beaucoup pour tous les sujets d'impôt sur la fortune, de donation et de succession. Donc, bon, je ne vais pas vous faire tous les détails parce que vous avez quasiment un document qui fait 40 pages, émis par l'OCDE, qui a été donné. Ils ont même prévu la confidentialité des informations entre les pays pour qu'on ne puisse pas leur reprocher de se transférer des noms. Alors, sous quel délai ça devrait commencer? C'est là où on a quand même un sujet qui est plutôt préoccupant. On a un échange sur le stock immobilier actuel, qui par définition, c'est ce qui intéresse aujourd'hui les gens, c'est de savoir mon bien immobilier que j'ai déclaré ou pas déclaré, quand est-ce que la France va avoir les informations. Elle devrait les avoir au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Alors, le projet d'accord, il vient juste d'être communiqué par l'OCDE, c'est-à-dire qu'il faut que les pays les signent, les, qu'il y ait une ratification. Donc, on peut penser que les premiers échanges interviendront vraisemblablement début 2028. Et donc, sur le stock et sur l'échange annuel concernant les acquisitions et les cessions. Sur la mise en pratique complète, le texte parle ouvertement de 2029 et au plus tard 2030. Je vous rappelle qu'on est quand même dans un mois en 2026. Donc on est sur un process très court, mais process plutôt court. Pourquoi? Parce que l'OCDE aujourd'hui a la connaissance du marché, a fait les analyses, connaît tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'échange avec les données bancaires, et ils ont même prévu le format standardisé d'échange qui est un format XML. Donc, et avec des chiffrements sécurisés. Donc, on est très très loin dans l'analyse. Maintenant, vous allez me dire, OK, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ou on fait comment? Et comment euh, on va pouvoir regarder cette nouvelle obligation? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 26 pays qui ont spontanément déclaré qu'ils allaient immédiatement entrer dans cette analyse-là. La France fait partie, les plus grands pays européens font également partie.
Alors, Israël aujourd'hui n'a pas statué, mais il faut comprendre une chose, et que ce soit bien clair, hein, Israël applique aujourd'hui la totalité des recommandations de l'OCDE. Donc, elle ne l'a pas dit aujourd'hui, mais le programme que je viens de vous donner euh, amènera Israël à le faire. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, honnêtement, la première fois que j'entends parler de cet Comme échange, ça, on se serait trompé c'est de. pas en France, c'est en D'accord. Israël en rencontrant une autorité fiscale. Donc Israël, de toute façon, a prévu de le faire, même si elle ne l'a pas déclaré officiellement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on sait très bien que on va se retrouver dans la même situation que pour les échanges de données bancaires. Tous les pays vont y aller, et même les plus récalcitrants. Donc, il ne faut pas vous dire aujourd'hui, ah, je viens de remarquer qu'Israël n'est pas dans la liste. Israël a envoyé l'ensemble des informations. Aujourd'hui, tout ce qui est les mécanismes de l'OCDE qui luttent contre la fraude fiscale, ils ont tous été souscrits par Israël et ils sont tous appliqués. Et même au cours des 3 dernières années où la situation pouvait être compliquée pour Israël, Israël a toujours répondu aux demandes d'assistance administrative. Moi, je le vois dans les contrôles fiscaux. Israël répond comme tout, quasiment aujourd'hui, tous les pays, hein. Donc, c'est quoi pour vous les conséquences pratiques dans le cadre de votre planification patrimoniale, si on peut utiliser un terme un peu noble, pour se dire qu'est-ce que je fais de mon bien qui est déclaré ou pas totalement déclaré ou imparfaitement déclaré. On est bien d'accord, ce mécanisme-là, au même titre que le CRS pour les comptes bancaires, il met fin à une zone grise immobilière. Donc, il va falloir quand même regarder plutôt rapidement, alors, les sujets, mais qui ne sont pas très gênants, d'impôt sur la fortune immobilière ou d'impôt sur le revenu. Quelle est votre situation sur les revenus locatifs que vous n'avez pas déclarés en France? Alors, moi, je suis très sévère sur les revenus locatifs non déclarés en France parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, vous avez un mécanisme qui, au pire, va vous coûter 10% d'impôt et que ce mécanisme annule l'impôt français. Donc, quand on vient me voir et on m'explique, j'ai pas déclaré en Israël et le fils vient me rattraper en me demandant de payer 30, 40 ou 50%, ce qui est plutôt le taux français, hein. Je dis, bah oui, mais il y a un moment, il fallait ouvrir les yeux. C'est les règles, vous êtes censé les connaître ou vous renseigner. Et quand on se renseigne sur de la fiscalité, on essaye d'aller voir plutôt un spécialiste et pas un avocat ou un expert comptable israélien. Alors, il y a très peu d'experts comptables israéliens qui connaissent cette problématique-là. Et les avocats israéliens qui font de l'immobilier connaissent pas du tout. Et de toutes les manières, votre sortie ne pourra se faire que par la France. Parce que dites-vous que toutes les informations vont être transparentes. Donc, le croisement des informations va faire que l'administration, à un moment, si vous n'avez pas déclaré de la bonne manière les informations, va venir et va vous mettre en demeure, communiquer ces informations-là, puis on va rapidement arriver sur des contrôles fiscaux. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'y échapper? Le seul moyen d'y échapper, c'est d'être résident fiscal israélien. Sauf que je mets en garde ceux qui souhaitent devenir résidents fiscaux israéliens, et c'est mon métier, moi je fais partir beaucoup de gens, c'est qu'il y a un certain nombre de conditions à respecter. Donc je voudrais qu'on arrête de penser que passer 6 mois en Israël, ça suffit, que le simple fait de prendre un avion, ça suffit, puis après je peux revenir en France 6 mois, 7 mois ou même 5 mois. L'alias, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, oui, si vous faites votre alia, vous serez éventuellement sûrement protégé.
Alors, quand je dis éventuellement, sûrement, parce que je n'en ai pas la garantie aujourd'hui, euh, mais il y a aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire concernant tout ce qui existait depuis 50 ans, c'est-à-dire le fait d'avoir des comptes bancaires à l'étranger, des actifs, et qui soient pas déclarés dans les pays. Donc, faut faire très attention à ce qui arrive. Ça va être un véritable tsunami, comme l'échange de données bancaires, hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est informée tous les ans de la détention de plus de 2,5 millions de comptes bancaires à l'étranger détenus par des résidents fiscaux français. Encore une fois, il n'est pas interdit d'avoir un compte bancaire, il n'est pas interdit d'avoir un bien immobilier à l'étranger. Alors, où est-ce qu'on va vraiment avoir des sujets? Puis après, je répondrai aux questions que je vois sur le côté. Le sujet, il va surtout se poser pour ceux qui ont fait des donations ou qui ont bénéficié de donations. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la loi française qui s'applique et parce qu'il n'y a pas de prescription en matière de donation. Je vous explique. La donation est opposable à l'administration fiscale française au jour où elle en a connaissance. Donc, si vous avez une donation, vous avez perçu une donation il y a même 20 ans, 25 ans ou 15 ans, et que l'administration en a connaissance, aujourd'hui, la prescription commencera aujourd'hui. Donc, évidemment, vous allez vous faire attraper. Mais il y a un deuxième élément qui est beaucoup plus dramatique, c'est que l'administration a le choix de choisir, dans le cadre de la donation, l'évaluation du bien au jour de la donation. On va imaginer, il y a 10 ans en Israël, une donation d'un bien immobilier, ou au jour où elle en a connaissance, aujourd'hui. Quand on sait que la valeur des biens en Israël a quasiment doublé en 10 ans, et qu'on a en France les taux, les droits de donation les plus élevés de l'OCDE, euh, il va y avoir quelques sujets. Sur les successions, nous, on arrive plutôt facilement à régulariser les situations. La donation, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, lorsqu'on vient me voir, on m'explique, mais j'ai fait une donation. Je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes renseigné avant? Si vous êtes résident fiscaux français, ou si votre enfant est résident fiscal français et qu'il a bénéficié de la donation, elle doit être impérativement déclarée en France. Et c'est notamment ces informations-là que la France va recevoir dans le paquet initial, ce qu'on appelle le stock initial. Elle va recevoir ce type d'informations. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, l'incertitude concerne, on va dire, la qualité hétérogène des bases immobilières qui vont être communiquées. Mais si on se situe, nous, uniquement entre la France et Israël, les deux ont des bases extrêmement organisées. Maintenant, quel va être le niveau de contrainte porté par l'OCDE pour que tous les pays soient signataires et à quel rythme? Honnêtement, quand on est en 2025, il ne fait aucun doute pour moi qu'au plus tard en 2030, quasiment tous les pays qui sont signataires de ce type de document, hein, je crois que la France a signé près de 110 conventions en matière d'échange de données bancaires. Donc vous voyez, c'est quand même énorme. Je pense qu'on arrivera très rapidement à ce rythme-là. C'est pour ça que je vous dis, et je l'ai cherché, et j'ai effectivement trouvé l'information, Israël n'a pas aujourd'hui fait de déclaration. Alors, ce qui est un peu logique, hein, je vous parle de quelque chose qui a été officialisé fin octobre. Donc, et moi, quand je me rends en Israël au mois d'octobre, fin octobre, effectivement, l'administration fiscale israélienne me dit que ils sont sur ce sujet parce que on va dire, dans les échanges confidentiels entre administration fiscale, il était déjà question de lancer ça depuis longtemps. Donc, ça n'a rien de surprenant, hein. Moi, j'en parle vraiment depuis très, très longtemps de cet échange, automatique.